Ce n'était pas l'aboiement. C'était le silence qui suivit, le genre de silence lourd et épais, comme le brouillard avant l'orage. Et pour Logan Reed, père célibataire essayant de survivre à un autre mercredi matin avec sa fille de 2 ans et une tasse de café réchauffé, ce silence allait tout changer. Son partenaire canin à la retraite, rangé à un berger allemand de 42 kg, balafré et loyauté de 10 hommes, se tenait parfaitement immobile dans l'embrasure de la cuisine. Pas de queue qui remue, pas de tête qui penche, juste figé. Ses oreilles étaient raides, ses yeux rivés au sol, sa respiration à peine s'écoulait. Logan le remarqua dès qu'il se détourna de l'évier. Rangé ne se figeait jamais ainsi, sauf en cas de problème grave. À la table du petit déjeuner, la petite Ellie tapait du pied dans ses chaussettes contre son rehausseur de chaise, riant avec une cuillère en plastique à la main. La lumière matinale entrait par la fenêtre de la cuisine, mettant en valeur ses boucles dorées qui tombaient en touffes désordonnées sur son front. Elle en était à la moitié d'un bol de flocons d'avoine aux bananes, cannelle au son préféré. En face d'elle se tenait Dana, leur nounou à temps plein depuis 6 mois. La trentaine, originaire du Midwest, elle était douce, à la voix douce, toujours à l'heure. Elle portait son habituel sweat à capuche rose pâle et son jean bleu, dos arrangé, tandis qu'elle amenait une autre cuillerée dans la bouche d'Ellie. « Allez, ma puce, roucoula Dana. Encore une bouchée pour la princesse. » Rangé explosa non pas avec un grognement, ni avec un aboiement, mais avec une attaque primale. Un bruit de clous sur le carrelage résonna dans la cuisine. Logan n'eut pas le temps de crier que Rangé serrait l'avant-bras de Dana, faisant claquer la cuillère sur le comptoir. Ellie hurla, Dana hurla sous le choc, trébuchant en arrière tandis que Rangé lui tenait le bras fermement, mais sans trembler ni se déchirer, au juste ferme, immobile, contrôlé. Rangé. Dehors. La voix de Logan se brisa, un ordre que seuls les vétérans de guerre pouvaient prononcer. Rangé relâché. Dana s'effondra au sol, les mains serrées contre son bras. Du sang perlait à travers sa manche. Ellie hurla plus fort. Pendant un instant, tout redevint silencieux, à l'exception des battements du cœur de Logan et des gémissements aigus d'un enfant effrayé. Il se précipita vers Ellie, la soulevant de sa chaise. Elle s'accrochait à son sweat à capuche, des larmes imprégnant le tissu. Puis il se tourna vers Rangé, qui avait reculé près du garde-manger. Le chien ne grondait pas, ne faisait pas les 100 pas, il fixait simplement la cuillère par terre. « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» souffla Logan. « Ton chien m'a attaqué », la voix de Dana tremblait. « Il est devenu fou. »« Je n'ai rien fait, je te jure. » Le bol de flocons d'avoine était resté intact sur la table, mais Logan suivit du regard la courbe de la cuillère tombée et remarqua quelque chose d'étrange, une étrange tache rosâtre ni couleur banane ni couleur cannelle. Il ne dit rien. Il la fixa simplement. Dehors, un voisin avait déjà appelé le 911. Logan entendait au loin le hurlement des sirènes remontant Maple Street, et une seule pensée lui traversait l'esprit, un ranger n'a jamais mordu personne, même au combat. Sauf s'il y avait une raison. Le salon était un véritable chaos. Un ambulancier en uniforme enveloppait le bras de Dana de gaz tandis qu'un autre ambulancier tentait de calmer Ellie, qui ne cessait de pleurer que dans les bras de Logan. 2 agents se tenaient près de la porte, l'un d'eux venait de l'ancien service de Logan. Ils étaient prudents, polis, mais fermes. « Nous allons devoir emmener le chien pour une séance de contrôle comportemental, Logan. Ce n'est pas un chien errant, c'est un chien canin décoré. » Tu le sais, dit Logan en essayant de garder une voix calme. Je sais, mais il a mordu un civil, et c'est la procédure. Rangé était assis tranquillement près de la cheminée, sans quitter Ellie des yeux. Il ne gronda pas à leur approche, ne résista pas quand Logan lui attacha la laisse. Mais avant de sortir, le chien tourna la tête vers la table de la cuisine, comme si quelque chose méritait encore son attention. Alors qu'il chargeait Rangé à l'arrière du fourgon de protection des animaux, Logan sentit un nœud se former au fond de son ventre. Quelque chose clochait. Dana était avec eux depuis 6 mois, Ellie l'aimait. Elle n'avait aucun antécédent et avait passé toutes les vérifications d'antécédents. Mais Rangé ne faisait pas facilement confiance et ne craquait jamais sans raison.
Avant que la porte du van ne se referme, Logan se pencha et murmura, « Je vais trouver une solution, mon pote. » Promis. La camionnette démarra. Ellie reniflait toujours sur le canapé, serrant sa tortue en peluche dans ses bras. C'est alors que Logan se souvint de la cuillère. Il entra dans la cuisine, le cœur battant, et la ramassa délicatement avec un essuie-tout. Il observa le bol, rien ne semblait anormal, mais l'odeur, étrange. Une odeur métallique, faible mais forte, persistait dans la vapeur. Il en versa une petite quantité de flocons d'avoine dans un sac Ziploc non pas pour la police, mais pour quelqu'un en qui il avait davantage confiance. 2 heures plus tard, Logan était assis dans son camion devant le laboratoire privé d'un toxicologue vétérinaire. Le docteur Marlène Jacobs avait servi dans l'armée, leurs chemins s'étaient croisés à l'étranger. Si quelqu'un pouvait effectuer des tests discrets et sans formalités administratives, c'était bien elle. Elle préleva l'échantillon sans poser de questions, haussant seulement un sourcil lorsqu'il lui annonça qu'il provenait du petit déjeuner d'un enfant en bas âge. Ce n'est pas l'odeur que les flocons d'avoine sont censés sentir, marmonna-t-elle, préparant déjà une diapositive. Logan ne resta pas. Il ne voulait pas perdre Ellie de vue. Il rentra chez lui, les yeux scrutant la route comme autrefois, les rétroviseurs, les virages, tout. À la maison, Ellie faisait la sieste dans son berceau. Dana était allée aux urgences pour un suivi, envoyant un SMS à Logan pour lui dire qu'elle souffrait d'un traumatisme et lui demander si elle serait renvoyée. Il ne répondit pas. Il ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il savait, c'est que Ranger n'était pas fou et la question n'était peut-être pas, pourquoi Ranger a-t-il mordu Dana? La vraie question était peut-être, qui avait-il exactement dans ce porridge? Le lendemain matin de l'incident, la maison semblait trop silencieuse. Logan Reed était assis au comptoir de la cuisine, les yeux fixés sur le bol de porridge banane cannelle intact, toujours scellé dans un sac plastique. L'odeur s'était estompée, mais quelque chose lui retournait encore l'estomac. Il n'avait pas dormi au pas vraiment. Pas avec sa fille accrochée à lui comme un koala une bonne partie de la nuit, et certainement pas avec Ranger enfermé dans un chenil inconnu, étiqueté comme « chien dangereux ». Il n'y croyait pas. Pas une seconde. Il se versa une tasse de café noir et jeta un coup d'œil à la photo encadrée près du réfrigérateur. Elle avait été prise 3 ans plus tôt à Mossoul. Ranger, plus jeune et plus mince, était assis près de la botte de Logan, la poussière du désert perlait dans sa fourrure, un écusson en forme de cœur violet cousu sur le gilet du maître-chien. Leur lien s'était forgé sous le feu, littéralement. Ce chien avait sorti Logan d'un immeuble effondré lors d'une frappe de drone. Il était hors de question qu'il attaque quelqu'un de nulle part. Mais les documents officiels avaient déjà été remplis. La morsure était classée niveau 3, perforation profonde avec saignement, mais sans lésion nerveuse ni tendineuse. Cela suffisait néanmoins au comté pour émettre une ordonnance de quarantaine de 10 jours en attendant une évaluation psychologique par un comportementaliste animalier. Logan avait lu le formulaire 2 fois. Il n'y était mentionné nulle part, présomption de défense contre le poison, juste, agression non provoquée. Cette expression le rongeait. Plus tard dans la matinée, Logan se tenait devant le refuge animalier du comté, sur Ridgeway Drive. L'établissement était vétuste, un mélange de béton et de grillage, avec une légère odeur d'eau de javel et de fourrure mouillée dans l'air. Il s'est présenté à l'accueil, a présenté sa carte d'ancien combattant et a attendu l'autorisation. Lorsqu'ils le laissèrent enfin revenir voir Ranger, le chien n'aboya pas, ne gémit pas. Il se redressa simplement, oreille aux aguets, queue basse mais ferme, et pressa de tout son poids les jambes de Logan comme une question muette. « Je sais, mon pote, » murmura Logan. « On va arranger ça, promis. » La technicienne du refuge, une jeune femme d'une vingtaine d'années avec une manche de tatouage, se tenait à proximité. « Il est vraiment calme, » dit-elle presque en s'excusant. Il n'a pas grogné à l'admission, il a mangé un peu, mais il n'a pas touché à son eau aujourd'hui. Logan se tourna vers elle. « Je peux lui donner quelque chose de la maison. Un jouet, sa couverture? » « Techniquement oui, » répondit-elle, « mais il faudrait que tu l'enregistres. » Politique.
Il hocha la tête. Elle hésita. Écoutez, en privé, la plupart des chiens ne se comportent pas comme ça, sauf en cas de problème. On a déjà eu des cas d'agressivité où ils sont généralement tendus, réactifs, même au chenil, mais votre chien, il est différent. Logan eut un sourire crispé. Oui. Il l'a toujours été. Il s'agenouilla près de Ranger et lui gratta doucement l'oreille. Le chien se pencha pour le toucher. Mais les yeux de Logan n'étaient pas seulement fixés sur lui, il observait la façon dont Ranger regardait parfois vers le mur du fond de l'abri, vers le gémissement d'un chiot derrière une barrière. Toujours protecteur, toujours alerte même sous le stress. Pas un chien violent, pas un électron libre. Quelque chose l'avait déclenché, et Logan allait découvrir quoi. En milieu d'après-midi, le téléphone de Logan vibra et un numéro qu'il n'avait pas vu depuis des années s'afficha, celui du docteur Marlène Jacobs. Il répondit aussitôt. Logan. Sa voix était basse. Sérieuse. J'ai fait une analyse GCMS sur l'échantillon de flocons d'avoine. Et il y a des traces. Des quantités d'éthylène glycol. L'estomac de Logan se serra. C'est de l'antigel. Oui, une très petite quantité, mais compatible avec un empoisonnement précoce, le genre qui ne tuerait pas instantanément, surtout à faible dose. Mais une ingestion répétée chez un enfant? Une insuffisance rénale en quelques jours. Logan resta complètement immobile. Ellie aurait pu mourir. Qu'en est-il de l'exposition? À quand remonte la date? Je dirais dans l'heure qui a suivi le prélèvement. Il était frais, encore chaud quand vous l'avez déposé. Il expira. Pouvez-vous écrire ça? J'ai besoin d'un document officiel. Je peux, mais il faut être prudent. Si l'affaire est portée devant les tribunaux ou si les services de protection de l'enfance interviennent, il vous faudra plus qu'un rapport toxicologique. Il vous faudra un mobile. Il vous faudra la preuve que quelqu'un a mis ça intentionnellement. Logan ferma les yeux. Merci, Marlène. Il raccrocha, et la pièce tournoya. Ce n'était plus une théorie. Ranger n'avait pas perdu la tête, il avait sauvé la vie d'Ellie. Ce soir-là, Logan repassa mentalement tout, étape par étape. Dana était arrivée tôt, comme d'habitude, elle avait préparé le porridge elle-même. Ellie était assise dans son siège d'appoint pendant que Logan rinçait les biberons dans l'évier. Rien ne lui avait semblé suspect. Rien ne l'avait interpellé jusqu'à ce que Ranger intervienne. Alors, il fit ce que tout père ayant une intuition et une expérience militaire ferait, il vérifia la caméra de surveillance. Il l'avait installée dans le couloir des mois auparavant, principalement pour surveiller la porte d'entrée. Elle captait à peine la cuisine. Mais peut-être, y avait-il un aperçu. Il fit défiler des heures d'images en accéléré, les yeux embués, la mâchoire crispée. La plupart du temps, c'était la routine, Dana enfilant les chaussures d'Ellie, Dana consultant son téléphone, Dana chantant des comptines. Mais vers 7h38, il la vit sortir quelque chose de son sac à main, une petite fiole non marquée. Elle la déboucha, la tint près de sa taille et versa quelque chose dans le bol de flocons d'avoine. Sans étiquette, sans hésitation. Logan se pencha plus près. On ne pouvait pas voir ce que c'était, mais ce n'était pas nécessaire. Il mit l'image sur pause, fit une capture d'écran et l'enregistra. C'était suffisant. Suffisant pour porter plainte. Suffisant pour protéger sa fille. Le lendemain matin, Logan était assis en face de l'inspectrice Erika Dunn au poste. Elle avait la quarantaine, portait une chemise impeccable et des créoles en argent. Elle connaissait Logan depuis ses patrouilles. Tu es sûr que c'était de l'éthylène glycol? J'ai le rapport. Et j'ai une vidéo de Dana ajoutant quelque chose au flocon d'avoine. Je ne connais pas le mobile, je ne sais pas pourquoi, mais Ranger a réagi. C'est ce qui a sauvé Ellie. Erika se pencha en arrière, les bras croisés. Vous réalisez la gravité de cette accusation, n'est-ce pas? Tentative d'empoisonnement d'enfant. Ce n'est pas une dispute conjugale, c'est du ressort fédéral.
Je n'accuse pas encore. Je signale un comportement suspect. La sécurité de ma fille passe avant tout. Elle hocha lentement la tête. Je vais porter ça au procureur. En attendant, garde ta fille près de toi. Et ne dévoile rien. Logan se leva, les poings serrés. Ranger reste en quarantaine pour le moment, jusqu'à ce que l'affaire de morsure soit officiellement reclassée. Mais si vos preuves sont confirmées, nous aurons des raisons de lever l'enquête. Alors que Logan sortait, une rafale de vent s'abattit sur la rue. Il s'arrêta près de son camion, observant le reflet de la station-service dans la vitre. Sa vie avait basculé du jour au lendemain, des crêpes et de la pâte patrouille aux rapports de toxicologie et aux vidéos de surveillance. Il n'était plus seulement un père, il était redevenu un soldat, en mission. Et quelqu'un allait devoir répondre de ce qu'on avait tenté de faire à sa petite fille. La salle d'attente de la clinique pédiatrique du comté de Pine sentait vaguement le désinfectant et les crayons. Ellie était assise sur la table d'examen, vêtue d'un t-shirt jaune avec des canards de dessins animés sur la poitrine, les jambes ballantes, une sucette au raisin serrée dans une main. Ses joues étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Plus maintenant. Elle regardait une infirmière lui faire une prise de sang avec de grands yeux incertains. Logan se tenait à côté d'elle, les bras croisés, faisant tout son possible pour ne pas montrer ce qui le rongeait de l'intérieur. Le pédiatre, le docteur Avery Feldman, entra d'un pas calme mais posé. Il avait la cinquantaine avancée, portait un nœud papillon et parlait doucement, mais avec une vivacité déconcertante. Il jeta un coup d'œil au presse-papier, puis à Logan. « J'ai fait le bilan complet comme tu me l'as demandé, dit-il doucement. Les reins d'Ellie fonctionnent normalement, mais son taux de créatinine est légèrement élevé. » Le cœur de Logan s'arrêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a un stress précoce, pas un échec, mais cela confirme ce que vous m'avez dit à propos de l'exposition à l'antigel. Logan expira lentement. Alors elle l'a ingéré? Oui, probablement une petite quantité, peut-être plusieurs fois, ou juste assez pour être enregistré psychologiquement. Ellie lécha à nouveau sa sucette, inconsciente que sa vie se mesurait en taux d'enzymes et en traces chimiques. Les poings de Logan se refermèrent à ses côtés. « Voulez-vous déposer un rapport d'hospitalisation » demanda le médecin. « Si cela aboutit à une procédure judiciaire, les dossiers médicaux auront de l'importance. J'ai déjà fait une déclaration complète au procureur, mais oui, enregistrez tout. » Le docteur Feldman a griffonné sur le dossier, en attendant, administrer des fluides. On refait ces analyses dans 48 heures, et si elle a une poussée de fièvre, vous m'appelez. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Logan hocha la tête. Merci, Doc, d'avoir pris ça au sérieux. Feldman ne sourit pas, un enfant aussi jeune ne peut pas ingérer accidentellement de l'antigel dans son organisme. C'est grave par nature. Cet après-midi-là, Logan s'engagea dans une petite rue calme près de la sortie de la ville et se gara devant un petit centre de réadaptation vétérinaire, niché entre un studio de yoga et un toiletteur canin. L'endroit était modeste mais propre, avec un bardage blanc, une étroite véranda et une pancarte peinte à la main, Kindred Spirit Animal Wellness Behavioral Evaluation and Rehabilitation. À l'intérieur, Ranger était assis sur un épais tapis de mousse, un chat tigré clignotant lentement blotti contre lui. Il ne semblait pas anxieux, juste vigilant. Logan regardait à travers la vitre une femme d'une quarantaine d'années accroupie à proximité, jetant des morceaux de foie séchés en cercle autour du chien. « Approchez-vous, faites une pause, relâchez, dit-elle doucement. Ranger ne bougea pas. La femme se leva et se dirigea vers la porte. « Tu dois être Logan Reed, dit-elle en lui serrant la main. Je le suis. C'est vous qui évaluez. Je m'appelle Melinda K., comportementaliste, 20 ans d'expérience. J'ai travaillé avec des accompagnateurs militaires à Fort Benning. Maintenant, je me spécialise dans les cas de traumatisme. » Elle jeta un coup d'œil à Ranger. Des héros incompris. Logan s'autorisa son premier vrai sourire depuis des jours. Ils étaient assis dans une petite salle de consultation pendant que Melinda feuilletait un rapport. Ranger est alerte,
réceptif aux ordres verbaux et insensible aux inconnus, même après l'incident. Aucune tendance compulsive, aucun instinct de chasse au-delà du dressage standard d'un chien de patrouille. Honnêtement, je ne vois aucun signe d'agressivité. Logan se pencha en avant. Alors la morsure était un instinct de protection? Melinda consulta le dossier. Exactement. Il protégeait une personne vulnérable, votre fille. D'après votre chronologie et la cible de la morsure, il s'agissait d'une réaction contrôlée. Pas de mutilation, pas d'attaque secondaire, juste un avertissement mordant. Logan se frotta le visage. J'avais besoin d'entendre ça. Le comté l'a qualifié d'imprévisible. Ils ont tort, et je témoignerai sous serment. Il regarda à nouveau par la fenêtre. Ranger était maintenant allongé à côté d'un ours en peluche de la taille d'un enfant. Il n'est pas imprévisible, dit Logan doucement. C'est l'homme le plus fiable que je connaisse. De retour chez lui, Logan vérifia la boîte aux lettres et trouva une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, tapée à la machine sans écriture manuscrite, juste un message, il n'a pas tort. Il a regardé dans son sac. Elle n'était pas censée rester aussi longtemps. Logan fixa le mot, le cœur battant. Il devait s'agir de Dana. Il s'assura qu'Ellie dormait dans son lit d'enfant, puis alla dans le placard de l'entrée et en sortit un petit bac de rangement. Après avoir été transportée aux urgences, Dana était partie précipitamment, son sweat à capuche rose accroché au crochet, son sac à main glissé sous le porte-parapluie. Il n'y avait pas touché jusqu'à maintenant. Le sac était en simili-cuir d'apparence normale, surdimensionné comme la plupart des sacs à main, style maman. À l'intérieur, des tickets de caisse de Target, une demi-barre de céréales, un chewing-gum, une carte de bus métro expirée de Chicago et un flacon d'ordonnance qui n'était pas le sien. Nom, Malin Carter. Médicament, fluoxétine, prescrite il y a 2 ans. Mode d'emploi, un comprimé par jour pour les épisodes d'anxiété et de dépression. Pharmacie, établissement correctionnel pour femmes de Northside. Logan se figea. Il regarda à nouveau le nom, Carter, pas Dana. Il fouilla au fond du sac et en sortit une feuille de papier journal pliée. Elle était cassante et froissée. Un vieil exemplaire d'un article d'un journal de l'Illinois. Le titre disait « Une affaire de négligence envers un enfant aboutit à une condamnation, une mère accusée de sous-alimentation volontaire ». La photo d'identité judiciaire montrait une femme aux yeux cernés et aux cheveux emmêlés, même pommette, même nez. Il a pris son téléphone et a tapé le nom dans la base de données du comté. 1 minute plus tard, son dossier s'est chargé, Malin Carter, 35 ans, en liberté conditionnelle anticipée après 18 mois de détention. Localisation actuelle inconnue. Dana n'était pas Dana. Elle vivait sous une fausse identité et avait des antécédents de maltraitance infantile. Logan se tenait devant l'évier de la cuisine, agrippé au bord du plan de travail. Il avait l'impression d'être privé d'air. Cette femme avait nourri sa fille, vécu chez lui, emmené Ellie au parc, lui avait donné son bain. Et pendant tout ce temps, elle cachait sa véritable identité. Il a immédiatement appelé la détective Erika Dunn. « Nous avons un problème plus grave », a-t-il déclaré. La femme de ma maison n'était pas Dana Blake. Elle s'appelait Malin Carter. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « J'ai son flacon de pilule et un article de journal dans son sac. Je t'envoie des photos. Cela change tout. Si elle a utilisé une fausse identité pour travailler avec un mineur, c'est un crime. Si elle a des antécédents de mise en danger d'enfants et qu'elle est maintenant liée à une possible tentative d'empoisonnement, le procureur va sévir. » La voix de Logan était neutre. « Bien. Où est-elle maintenant ? » « Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle séjournait chez un cousin pour se rétablir, mais c'est peut-être un mensonge. Nous allons lancer un avis de recherche immédiatement. Logan, ne pars pas la chercher toi-même. » Il ne répondit pas. Il fixa simplement le couloir en direction de la chambre de sa fille.
Le poids de la culpabilité s'installa comme du béton dans sa poitrine. Il avait laissé entrer quelqu'un dans leur vie, quelqu'un de dangereux. Et il fallut ranger pour remarquer ce qu'il ne pouvait pas voir. Le lendemain matin, Logan rendit de nouveau visite à Ranger. Melinda l'accueillit à l'entrée. Nous avons transmis le rapport comportemental au comté. Grâce aux résultats de vos tests et aux preuves que vous avez fournies, ils ont décidé d'innocenter Ranger. Logan s'agenouilla près du chien et murmura, on y est presque, mon pote. Tu avais raison depuis le début. Ranger se lécha les phalanges et se caressa doucement le visage. Et pour la première fois depuis des jours, Logan ressentit une lueur d'espoir. Il protégerait Ellie. Il laverait Ranger. Et il s'assurerait que le monde sache que le chien soi-disant dangereux n'était pas la menace, mais que la femme qui avait tenté de sourire en empoisonnant son enfant errait toujours. 2 jours après avoir découvert la vérité sur Dana, Logan se retrouva à arpenter le tapis devant le berceau d'Ellie. Il était un peu plus de 2 heures du matin, la pièce était faiblement éclairée par une veilleuse en forme de hibou endormi, projetant de douces ombres sur les murs. Ellie dormait profondément, recroquevillée en boule, sa couverture sous le menton, le pouce près de la bouche. Logan ne pouvait se reposer, pas tant qu'elle était encore vulnérable. Pas tant que Malin Carter, la femme qui avait donné à sa fille des flocons d'avoine empoisonnés et menti sur son identité, était encore là. Chaque ruisseau dans la maison le rendait tendu. Il tenait d'une main le gilet canin de Ranger ou celui avec l'écusson du drapeau américain délavé et l'inscription « Retraité, ne pas caresser » brodé sur la poitrine. Il sentait encore légèrement le bois de cèdre et la fourrure de chien, et cela lui rappelait une vérité inébranlable, Ranger n'avait pas échoué, il l'avait fait. Vers le milieu de la matinée, la détective Erika Dunn a appelé pour donner des nouvelles. Elle ne s'est pas présentée chez sa cousine. Elle a utilisé un faux nom sur les formulaires d'admission aux urgences. Son téléphone est éteint. Aucune activité sur sa carte bancaire. Logan serra les dents. Et alors ? Nous allons émettre un mandat immédiatement. Elle n'est pas tirée d'affaire. Je sais. Il regarda la lumière statique du babyphone et murmura, « Je te retrouverai ». Et à ce moment-là, Logan savait que la mission n'était pas terminée, jusqu'à ce qu'il s'assure que personne ne ferait plus jamais de mal à sa petite fille. Elle a disparu. Nous avons lancé un avis de recherche dans 3 États et signalé son pseudonyme dans tous les grands hôpitaux. Quelqu'un va la voir. Ce n'est qu'une question de temps. Et le procureur, demanda Logan. Du nouveau ? Il examine les images de votre caméra de surveillance, les résultats du laboratoire et son casier judiciaire. Il prépare un dossier, tentative d'empoisonnement sur mineur, usurpation d'identité, violation des conditions de sa libération conditionnelle. Elle était en liberté surveillée. Comment diable a-t-elle réussi une vérification des antécédents ? Une agence privée du Kansas. Le changement de nom a été insidieux, faute d'enregistrement au niveau fédéral. Elle a légalement changé de nom en Arkansas 2 mois après sa libération et a déménagé vers l'ouest. Elle n'est pas la première à déjouer le système. Logan regarda par la fenêtre. Elle aurait donc pu être n'importe où avec n'importe quel enfant. Et cette fois, elle a choisi le tien, dit Erika d'une voix basse. On la retrouvera, Logan. Reste prudent et garde ta fille près de toi. Cet après-midi-là, Logan se rendit au refuge du comté et signa d'une main ferme les formulaires de décharge. Ranger rentrait chez lui. Melinda Kane l'avait défendu pendant l'audience. Entre son évaluation comportementale et le rapport toxicologique, le comité vota à l'unanimité la levée de la quarantaine. La mention « agression non provoquée » fut officiellement rayée de son dossier. Lorsque la porte du chenil s'ouvrit, Ranger ne chargea pas et ne bondit pas. Il avança simplement, tête basse, queue balançante, et posa délicatement son museau dans la paume de Logan. « Tu m'as manqué aussi » murmura Logan. Alors qu'il retournait vers le camion, plusieurs employés du refuge se rassemblèrent à l'entrée. L'un d'eux applaudit doucement, un autre lança un petit cri de joie. Même la réceptionniste qui avait un jour surnommé Ranger,
Scary Big, sourit et tendit une friandise à Logan. « Je suis contente qu'il rentre à la maison, dit-elle. Il n'est pas comme les autres. Il savait quelque chose. On l'a tous vu. » Logan attacha Ranger sur la banquette arrière et le regarda dans le rétroviseur. Il était temps d'en finir. De retour chez lui, Logan avait un plan. Il appela son ami Marcus Hughes, un informaticien spécialisé dans la cybercriminalité à Atlanta avant de fonder son propre cabinet de conseil. Marcus lui devait bien plus qu'une faveur. « J'ai besoin de retrouver une trace numérique », a dit Logan au téléphone. Son vrai nom est Melin Carter. Elle utilise sûrement des téléphones jetables, mais elle a peut-être fait une erreur. Ping Wi-Fi, schéma de connexion, tout. Envoyez-moi tout ce que vous avez, historique d'adresse, anciens pseudos sociaux, photos. Logan l'a compilé dans un dossier sécurisé et l'a envoyé dans l'heure. La réponse de Marcus est arrivée juste avant le dîner. J'ai quelque chose. Logan ouvrit le courriel et vit une carte jalonnée de signaux GPS près de la frontière, à environ 60 km à l'est, petit motel, station-service, un restaurant de bord de route. Tous enregistrés au cours des 36 dernières heures grâce à un forfait Internet prépayé lié à un pseudonyme, Monsieur Blake. Elle était encore proche. Trop proche. Ce soir-là, Logan était assis dans le salon, Ranger blotti contre lui et Ellie endormie à l'étage. Il contemplait un dossier en papier craft intitulé « Affaire Carter », rempli de tout ce qu'il avait rassemblé, les captures d'écran de la caméra de surveillance, le rapport de toxicologie, le flacon d'ordonnance, la coupure de presse. Il ne suffisait pas de la remettre à la police. Il voulait qu'elle soit retrouvée. Il voulait des réponses. Pourquoi Ellie? Pourquoi maintenant? À combien d'autres familles avait-elle menti? Il ouvrit son ordinateur portable et consulta le rapport d'arrestation original de Melin, datant de 2017, dans l'Illinois, des pages de détails, malnutrition, négligence, enfants placés sous la garde de l'État. Une note du juge mentionnait que Melin faisait preuve de tendances narcissiques et d'indifférence, mais une phrase le glaça, le sujet n'a manifesté aucune détresse émotionnelle concernant le retrait de l'enfant. Il a exprimé la conviction que l'enfant était le problème et qu'il serait mieux avec d'autres. Ce même sourire froid qu'elle arborait lorsqu'elle nourrissait Ellie. Logan ferma l'ordinateur. Les pires monstres ne se cachaient pas dans l'ombre. Ils se fondaient dans la normalité, histoire, bain moussant et comptine. Le lendemain, l'inspecteur Dunn a rappelé. Elle a été aperçue hier soir à une station-service près de Willow Creek. Elle a payé en espèces, mais le caissier a reconnu sa photo. Elle a acheté des barres protéinées et des lingettes pour bébé. Aucun enfant n'était avec elle. Le sang de Logan se glaça. Elle se prépare à quelque chose. L'isolement, la clandestinité. Nous avons déployé des unités locales. Son visage est partout sur les alertes routières. Si je la trouve en premier, tu nous appelles, dit Erika d'un ton neutre. Tu n'approches pas. Elle est instable, et si elle se sent coincée? Logan ne répondit pas, car au fond de lui, il savait qu'il allait s'approcher. Il le devait. Plus tard dans la soirée, Ellie a eu une légère poussée de fièvre. Pas grave. Juste assez pour la rendre collante et léthargique. Logan a appelé le docteur Feldman. Est-ce que cela pourrait venir de l'exposition, demanda-t-il en tenant Ellie alors qu'elle somnolait sur son épaule. C'est possible. Ces analyses ont montré un stress rénal précoce. Donnez-lui des liquides, gardez-la au frais et amenez-la demain matin si son état empire. Logan serrait sa fille plus fort. Il ne pouvait pas la perdre. Il ne la perdrait pas. Ranger se tenait à l'entrée du couloir, les oreilles dressées, les yeux fixés sur Ellie. Le chien n'avait pas quitté Ellie des yeux depuis son retour refusant de manger avant qu'elle ne lui sourit, dormant devant sa porte, la suivant à chaque pas. Ce chien en savait plus que n'importe quel humain, et Logan lui ferait entièrement confiance. Vers minuit, Logan fut réveillé en sursaut par le grognement de Ranger, un son grave, profond, maîtrisé et concentré. Il attrapa son pistolet dans le tiroir et se glissa vers la porte de derrière.
Rangé resta à ses côtés, faisant les 100 pas. Logan regarda par la fenêtre de la cuisine et se figea, une ombre franchit la clôture où une femme blonde, encapuchonnée, se dirigeant vers le hangar. Le pouls de Logan battait fort dans ses oreilles. Il tapota un bref message à l'inspecteur Dunn, « Elle est chez moi. » Seul. Quelques secondes plus tard, il sortit par la porte latérale, rangée à ses côtés. Ils contournèrent le coin arrière en silence. Méline se tenait près de la porte du hangar, une lampe de poche à la main, quelque chose serré contre sa poitrine, une bouteille, un chiffon. Logan n'attendit pas de le savoir. « Ne bougez pas » cria-t-il. Les mains bien en vue. Elle pivota, le regard hagard, la peau pâle sous la lumière du porche. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Rangé s'élança d'un bond non pas pour mordre, mais pour parer. Il se plaça entre elle et Logan, les dents juste assez hautes pour la figer sur place. « C'est... » La voix de Méline tremblait. « Je ne voulais pas lui faire de mal. J'essayais de l'aider. Je suis revenu pour lui expliquer. »« Je la ferme, » grogna Logan. « Tu as empoisonné mon enfant et tu as menti pour entrer chez moi. » Le garde forestier laissa échapper un aboiement aigu, la réduisant au silence. Le bruit des pneus crissant sur le gravier rompit l'affrontement. Des lumières rouges et bleues éclairèrent la pelouse tandis que 2 voitures de patrouille s'arrêtaient. L'inspectrice Dunn sortit, la main sur son étui. « Éloigne-toi du hangar, Méline. » Méline laissa tomber la bouteille et leva les mains. En quelques secondes, elle fut menottée et on lui lut ses droits. Logan se tenait dans la lueur de la voiture de patrouille, haletant, chaque muscle en feu. Rangé était assis à côté de lui, calme maintenant, le regard fixe. Pour la première fois depuis des jours, Logan murmura les mots qui lui restaient coincés dans la gorge. « Tu lui as sauvé la vie, mon garçon. Vraiment. » Au lever du soleil, l'air de la maison de Logan était enfin à nouveau respirable. Méline Carter était en garde à vue. Ellie était en sécurité dans son berceau, et Rangé, celui accusé d'être dangereux, était allongé devant la cheminée, ronflant comme un train de marchandises après des journées de service. Logan était assis au bord du canapé, frottant la douleur derrière ses yeux. Son adrénaline avait enfin chuté, mais le sommeil ne venait pas. Son téléphone vibrait toutes les 2 ou 3 minutes, des nouvelles d'Erika par SMS, la confirmation que Méline avait été retenue, des demandes de journalistes locaux qui fouinaient dans l'affaire. Il les ignorait toutes. Au lieu de cela, il ouvrit la vidéo complète de la caméra de la nounou. Il n'avait pas tout visionné, juste la vidéo où Méline mélangeait quelque chose au flocon d'avoine d'Ellie. Maintenant qu'elle était prise, il voulait comprendre toute la chronologie, chaque instant, chaque indice qu'il avait manqué. Les images ont commencé il y a 2 semaines. Logan la regardait arriver chaque matin comme sur des roulettes, sweat à capuche rose, sac à main en bandoulière, café à la main. Elle chantait des comptines, faisait sauter Ellie sur sa hanche, pliait le linge, préparait des collations. À première vue, elle ressemblait à l'aide-soignante idéale, mais quelque chose clochait toujours. Dans un clip, elle regarde par la fenêtre pendant plus de 10 minutes tandis qu'Ellie joue avec des cubes derrière elle. Dans un autre, elle murmure quelque chose en faisant la vaisselle, jamais en chantant, toujours en chuchotant. Puis, 4 jours avant l'agression, elle fouille dans son sac à main, ouvre délicatement une petite enveloppe blanche, en verse le contenu dans une cuillère doseuse et le mélange au jus d'Ellie. Logan eut un pincement au cœur. Il était là, dans la cuisine, en train de répondre à un email, à quelques mètres de là, et il n'avait rien vu. Elle était douée pour se cacher à la vue de tous, mais Rangé avait tout vu. Plus tard dans la matinée, Logan a rencontré la détective Erika Dunn au poste. Son vrai nom est partout maintenant, dit-elle en faisant glisser un dossier sur la table. Nous examinons son dossier psychologique complet. Il y a un dossier de l'Illinois, thérapie post-condamnation aux 3 séances imposées par le tribunal. Puis elle a cessé de venir. Logan parcourut le document. Des mots comme trouble de l'attachement, paranoïa et ressentiment envers le rôle maternel sautèrent aux yeux. Elle détestait les mères, marmonna Logan. Erika hocha la tête.
Ou peut-être qu'elle détestait l'idée qu'elle se faisait d'une mère. Les gens comme elle n'ont pas besoin d'une raison claire. Ils ont juste besoin d'être proches d'une victime. Que faisait-elle dans notre ville? Elle a répondu à une offre d'emploi par l'intermédiaire d'une agence de placement de personnel domestique du Kansas. La vérification des antécédents a révélé qu'elle ne portait pas le nom de Dana Blake, mais elle a changé de pièce d'identité en Arkansas après sa libération, nouvelle carte sociale, nouveau permis de conduire, et même un nouveau CV. Elle a falsifié 2 lettres de recommandation. Logan se renversa dans son fauteuil, la mâchoire serrée. Alors, elle préparait ça? Erika ne répondit pas tout de suite. Elle sortit un deuxième dossier. Il provenait de sa chambre de motel. À l'intérieur se trouvait un cahier de composition usé. Au recto, on pouvait lire « Note quotidienne de Monsieur Blake ». Logan l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies d'étranges notes, dignes d'un journal intime. Ellie me fait confiance maintenant. Elle ne pleure plus quand je la couche pour la sieste. Logan part toujours à 8h15. Le chien observe. Il ne cligne pas des yeux. Il sait que je ne suis pas le méchant. Ils n'ont jamais vu ce que j'ai fait pour elle. Cette fois, je vais le faire bien. Celle-ci est meilleure. Celle-ci est propre. L'écriture est devenue erratique vers la fin, des mots barrés, des lignes tremblantes, des croquis de berceau, des mains d'enfant, un visage de chien aux yeux griffonnés. Logan ferma le carnet. Il avait envie de vomir. De retour chez lui, il s'agenouilla près de Ranger et pressa son front contre la large épaule du chien. « Tu as vu clair en elle » murmura-t-il. Ranger remua la queue, lentement mais sûrement, puis frotta son museau sous le bras de Logan comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas passé des jours enfermés, comme s'il n'avait sauvé personne en faisant son travail. Mais Logan savait qu'il n'en était rien. Plus tard dans la journée, Erika a appelé avec une dernière mise à jour. Les procureurs ont porté plainte aux 4 chefs d'accusation, tentative d'empoisonnement d'un mineur, usurpation d'identité, mise en danger du bien-être d'un enfant et violation des conditions de sa libération conditionnelle. Sa libération sous caution a été refusée. Elle ne va nulle part. Logan ferma les yeux et hocha la tête. Merci. Nous lançons également une enquête multi-État sur les agences de placement locales par lesquelles elle aurait pu passer. S'il y a d'autres familles, que Dieu leur vienne en aide. Erika marqua une pause. Tu devrais savoir autre chose. Dans le réfrigérateur de la chambre du motel, on a trouvé un deuxième pot de flocons d'avoine. Logan se figea. Même marque, même garniture, même trace d'antigel étiqueté au nom d'Ellie. Elle comptait recommencer. Erika murmura, Logan, elle ne s'est pas arrêtée par culpabilité. Elle s'est arrêtée parce que Ranger l'a gênée. Le lendemain, le journal local publiait l'histoire, un héros K9 à la retraite dénonce un complot d'empoisonnement contre un jeune enfant. L'article incluait une photo de Ranger, en alerte, devant le refuge du comté, juste avant sa libération. Au coucher du soleil, toutes les chaînes d'information locales avaient relayé l'information. Le téléphone de Logan s'est mis à grésiller sous les appels de voisins, d'anciens collègues et d'inconnus de tout le pays. Certains voulaient simplement le remercier, d'autres proposaient de faire un don pour les soins de Ranger. Une école primaire locale lui a proposé de venir lui rendre visite avec Ranger pour parler de sécurité et de héros animaliers. Un vétérinaire du coin lui a offert une assurance santé gratuite à vie. Une boulangerie lui a envoyé un panier de friandises pour chiens. Et pour une fois, Logan n'avait pas l'impression que le monde penchait. Pour une fois, il se sentait en sécurité. Ce week-end-là, Logan emmena Ellie et Ranger dans un petit parc au bord de la rivière. C'était un samedi après-midi venteux. Les enfants jouaient sur les balançoires, les parents discutaient autour des nappes de pique-nique, l'odeur des hot-dogs grillés montait d'un food truck voisin. Ellie courait dans l'herbe, sa tortue en peluche à la main, Ranger trottinant à ses côtés comme une ombre velue. Logan s'assit sur un banc et observa simplement, sa fille rire, le chien qui la protégeait sans cesse. Une femme s'est approchée de lui par le côté de la trentaine, accompagnée de son propre petit garçon.
Êtes-vous Logan Reed, demanda-t-elle. Je suis. Je voulais juste te dire que j'ai vu ton histoire. Ce que toi et ce chien avez fait, c'est du vrai courage. Logan sourit. C'est un vrai héros. La femme regarda Ranger. Il lui a sauvé la vie. Ouais, dit Logan d'une voix pâteuse, et probablement la mienne aussi. Alors qu'il retournait au camion, Logan surprit Ellie en train de murmurer quelque chose à Ranger. Bon garçon. Je t'aime. Ranger lui lécha la main et Logan sut que peu importe l'obscurité qu'ils avaient traversée, ils en sortiraient plus forts de l'autre côté, ensemble. 2 semaines plus tard, la maison de Sycamore Street semblait avoir changé. La tension était retombée. L'air sentait à nouveau les muffins à la cannelle et la lotion pour bébé. Ellie riait davantage et dormait mieux. Logan avait commencé à boire son café dans sa tasse au lieu de la trimballer à moitié pleine et de l'oublier d'une pièce à l'autre. Même le craquement du plancher du couloir ne le surprenait plus. Mais le plus grand changement était le suivant, il avait retrouvé confiance en la paix. Et il devait tout cela à un chien que la plupart des gens auraient qualifié de dangereux, imprévisible, voire jetable. Au lieu de cela, Ranger avait prouvé qu'il était bien plus que cela, irremplaçable. C'était un mercredi matin chaud lorsque Logan a reçu l'appel du bureau du procureur. Melyn Carter a plaidé coupable, a déclaré le procureur. Tous chefs d'accusation. Pas de procès. Logan était stupéfait. Pourquoi a-t-elle plaidé coupable? Elle a lu le témoignage du comportementaliste, les résultats de toxicologie, les images, votre déclaration. Le fait qu'un chien l'ait vu percer à jour alors que personne d'autre ne l'avait fait. Je pense qu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas le distancer cette fois. Quelle est la phrase? 25 ans. Pas de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. Logan ne parla pas tout de suite. Il n'était pas vengeur, mais la justice comptait et cette fois, le système avait raison. Il baissa les yeux vers Ranger, étendu dans un rayon de soleil près de la porte de derrière, les yeux mi-clos mais alertes. Elle ne fera jamais de mal à un autre enfant, dit doucement Logan. C'est grâce à votre partenaire, répondit le procureur. Vous pouvez être fier. Je suis. Plus tard dans la semaine, Logan se tenait sur la place publique, aux côtés des policiers, des secouristes, des voisins et de nombreux curieux. Le maire avait qualifié l'événement de remerciement informel à la communauté, mais il s'agissait plutôt d'un accueil héroïque. Des jouets pour chiens et de la limonade étaient distribués, les enfants arboraient des autocollants, les chiens sauvent des vies. Un café du coin proposait même une boisson spéciale, le Ranger blanc, une torréfaction foncée avec une pointe de cannelle. Logan se tenait à l'écart, rangé à ses côtés. Le chien portait un gilet tout neuf avec un écusson brodé d'or, héros, chien à la retraite. Le maire a ensuite fait l'annonce. Pour sa bravoure, son instinct et sa protection indéfectible d'un enfant innocent, nous reconnaissons fièrement Ranger comme protecteur honoraire du comté de Pine. La foule éclata en applaudissements. Ranger aboya une fois, la queue remuante, les oreilles dressées. Ellie, tenant un petit bouquet de tournesol, s'approcha avec Logan et le tendit au maire, qui la serra dans ses bras avant de se tourner vers Ranger. Il lui lécha l'oreille, et elle poussa un cri aigu. Les appareils photos s'emballèrent. Après la cérémonie, les gens se sont approchés un à un, certains simplement pour caresser le Ranger, d'autres pour raconter comment ils avaient déjà vu des signes de maltraitance et regrettaient d'avoir eu un Ranger à eux. Un homme âgé, un vétéran aux profondes cicatrices sur les avant-bras, a simplement déclaré « J'ai travaillé avec des chiens au Vietnam. Ils ont sauvé plus de vies qu'on ne le pense. Ne laissez jamais personne vous dire que ce n'est qu'un animal de compagnie. » Logan hocha la tête, la voix coincée dans sa gorge. « Je ne le ferai pas. » Cette nuit-là, tandis qu'Ellie dormait profondément à l'étage, Logan était assis sur la véranda, rangé à ses pieds, une bière fraîche à la main. Les étoiles s'étendaient au-dessus d'eux, la lumière de la véranda brillait doucement sur le bois. La brise apportait le parfum du chèvrefeuille et de l'herbe coupée. Il sortit le carnet qu'Erika lui avait rendu ou le journal quotidien de Melyn.
Il l'ouvrit une dernière fois et lut les mots qu'il avait autrefois glacés. Le chien observe. Il ne cligne pas des yeux. Il sait. Logan baissa les yeux vers Rangé. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Le chien cligna lentement des yeux et posa son menton sur la botte de Logan non pas comme un chien de garde, ni comme une arme, mais comme un gardien. Logan sourit. Le carnet ne le hanterait plus. Il irait au feu demain. Certaines histoires ne méritaient pas d'être préservées. Une semaine plus tard, Logan installa une deuxième caméra de surveillance, non pas par crainte d'un danger, mais parce qu'il ne voulait plus jamais se fier à une confiance aveugle. Il accepta également un poste à temps partiel de professeur d'intervention canine à l'académie locale, une façon discrète de rendre l'appareil. Il emmena Rangé avec lui, et les recrues suivirent attentivement les moindres faits et gestes du grand berger. Ils posèrent des questions sur l'affaire, Logan ne donna jamais de détails, se contentant de dire « Il a sauvé ma famille ». C'était suffisant. Au début du printemps, Logan et Ellie firent un court voyage en voiture pour rendre visite à sa sœur dans les montagnes. Ils firent de la randonnée, pêchèrent et observèrent les lucioles le soir. Rangé chassait les écureuils et gardait la porte du chalet comme si c'était sa nouvelle mission. Sur le chemin du retour, Ellie s'endormit dans son siège auto, serrant le vieux collier de Rangé comme une peluche. Logan la regarda dans le rétroviseur et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, non pas de la peur, mais de la gratitude. Non pas parce que le danger était passé, mais parce qu'ils y avaient survécu ensemble. Des mois plus tard, la maison avait instauré de nouvelles habitudes. Ellie aimait donner son petit déjeuner à Rangé, une boule à la fois, en chantant sa version de l'alphabet, en répétant les questions et les réponses, et Rangé n'y voyait aucun inconvénient. Logan avait ajouté une nouvelle plaque au mur au-dessus de la cheminée. Rangé, loyal, toujours protecteur, partenaire, ami. Et les matins calmes, quand le soleil brillait juste, Logan trouvait Rangé allongé à la porte de la chambre d'Ellie, telle une sentinelle faite de muscles, d'instinct et d'amour. Rien ne lui échapperait ni cette fois, ni plus jamais. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci d'avoir marché aux côtés de Logan, Rangé et de la petite Ellie. Parfois, les alarmes les plus fortes ne viennent pas des sirènes, mais du silence, d'un chien qui refuse de cligner des yeux, d'un grognement qui sauve une vie. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Avez-vous déjà vu un animal ressentir quelque chose que les humains n'avaient pas remarqué? Ou peut-être avez-vous vu un animal devenir un héros d'une manière inattendue? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être partagées, n'oubliez pas de vous abonner à Accent Gravero pour les animaux parce que parfois, ceux qui ne peuvent pas parler ont les voix les plus fortes.